Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, la location meublée non professionnelle. À quoi faut-il faire attention ? Ce statut juridique et fiscal particulier qui concerne les investisseurs en location meublée, donc pour les logements neufs ou anciens, présente de nombreux avantages, notamment fiscaux. Encore faut-il remplir les conditions pour y accéder. Pour y voir plus clair, nos deux invités aujourd'hui sont Géraldine Métifeux, on la connaît bien dans cette émission, associée gérante et conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, Géraldine Métifeux. Wilfried Schaffer nous accompagne également, avocat fiscaliste immobilier chez Schaffer Avocat. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. On va peut-être commencer, je ne sais pas, par les conditions qu'il faut remplir pour devenir... Voilà, qui peut devenir loueur en meublé non professionnel, Wilfried Schaffer ? N'importe qui, à partir du moment où il met des meubles dans son appartement dont il est propriétaire, en respectant bien les conditions du contrat de location meublée, et après c'est juste une déclaration fiscale. Il sera en BIC, donc après on a deux régimes. On va rentrer dans le détail des régimes pour qu'on comprenne bien juste, quand vous dites donc finalement il faut juste meubler. C'est ça. Et qu'est-ce que ça veut dire meubler, juste pour qu'on ait les détails, mettre une chaise et une table, ça suffit ? Oui, après, non, il y a une liste, précise. Oui, il y a une liste très précise des meubles qu'il faut respecter au risque de voir le contrat requalifié en non meublé et donc avoir avec toutes les conséquences fiscales qui peuvent s'en suivre. Géraldine Métifeux, pour ne pas être considéré comme un professionnel donc, de cette activité, il faut répondre à certaines règles, j'imagine ? Il faut surtout répondre à un certain niveau de revenus, puisque ça va être principalement le critère qu'on va retenir. Et par rapport à ça, c'est 23 000 euros et c'est moins de la moitié des revenus professionnels de celui du bailleur, meublé non professionnel. Pour ne pas être considéré donc comme un professionnel. Exactement. De cette activité. Et pour rester donc en non professionnel, l'intérêt du non professionnel par rapport au professionnel, il tient aussi notamment à tout ce qui est partie cotisation sociale et ainsi de suite. Et globalement, la plupart des gens, en fait, ce qu'ils veulent faire quand ils louent en meublé, ils veulent juste payer pas l'impôt qui revient avec le revenu foncier. C'est globalement le principal intérêt. Et le cas échéant, et on parlait de la fiscalité, on va y revenir après, oui, Eva. Oui. Donc on verra sur la fiscalité, mais il y a aussi un certain nombre d'avantages sur le non professionnel. On va évidemment revenir sur les avantages, sur la fiscalité, parce que c'est ça aussi ce qui est intéressant. Mais je voudrais juste bien poser le sujet pour que les gens comprennent bien. Quels logements aussi sont concernés, Wilfried Schaffer, ça aussi pour qu'on comprenne bien. En général, on parle plutôt de petites surfaces, surtout sur les locations meublées, je dirais, longues. C'est-à-dire pour des étudiants, pas du saisonnier en tous les cas. Après, sur du saisonnier, ça peut être tout type de biens. Ça peut être des villas, comme ça peut être des 2 pièces, des 3 pièces. Tout type de biens et donc tout type de location, si je comprends bien dans ce que vous dites. Longue durée, saisonnier. Tout à l'heure, je le disais, pas totalement du Airbnb, mais finalement, on peut faire aussi du Airbnb. Oui. Oui. La location Airbnb, c'est de la location meublée. Il y a d'autres possibilités, mais ça, c'est la principale. Géraldine Métifeux, comment ce statut est-il imposé ? Alors, vous commenciez à rentrer dans le détail. Oui, alors juste pour rebondir sur ce que disait Wilfried, nous, sur Alter Egal, le concept de Airbnb, d'abord, dans les grandes métropoles françaises, c'est quand même assez compliqué désormais de pouvoir y accéder, parce qu'on entend bien le problème de nuisance, on entend bien aussi le concept de concurrence déloyale avec les hôtels et ainsi de suite. Donc, il y a quand même des points sur lesquels nous, on ne rentrera pas par rapport à cela. Et donc, pardon, pour revenir à votre question, que je viens d'oublier à l'instant, mais que vous allez me répéter sans doute. Comment ce statut il est imposé ? Et oui, comment il est installé ? Alors, il y a 2 possibilités, en fait. Enfin, il y en a même 3. Mais si on ne regarde pas les statuts dans le neuf avec des avantages fiscaux, type sensible, boulevard et ainsi de suite, on va se retrouver avec soit un régime réel, BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, soit micro-BIC. L'intérêt du réel, c'est qu'on va pouvoir passer un certain nombre de charges, comme par exemple amortir le meuble, mais attention, pas le foncier. Donc ça, c'est un peu subtil parce que sur un immeuble, je ne suis pas sûre que tous les téléspectateurs qui vont nous regarder sachent précisément quelle est la valeur du foncier sur un appartement qui est au 4e étage, etc. Donc il vaut mieux se faire accompagner de professionnels par rapport à cela. Puis le micro-BIC, on connaît, c'est un régime simplifié où on a un abattement considérable sur les revenus. Donc ça, c'est très bien si on a, par exemple, pas de prêt
sur l'appartement ou sur la maison qu'on met en location meublée. Et finalement, là, ce choix entre ces deux régimes, là, il se fait sûrement par les conditions, donc c'est ce que vous dites Il se fait par option. Par option. Donc, alors après, il y a certains niveaux de revenus, pareil, où on est nécessairement au réel. Nous, la plupart du temps, pour nos clients, quand on prépare des montages de location meublée non professionnelle, on a très souvent tendance à proposer le régime réel parce que précisément on a encore un prêt parce que l'amortissement nous permet de geler un montant extrêmement important, le montant de l'imposition. Donc c'est souvent plus avantageux pour nos clients, mais après ça dépend peut-être que des personnes qui ont la soixantaine, qui sont déjà à la retraite, le micro BIC leur conviendra mieux. Wilfried Schaffer, oui, dans les faits, on choisit plus le régime réel. Ça qui est plus avantageux. Ça dépend du niveau de revenu, surtout du client. C'est-à-dire si en gros, si c'est des petits revenus, on va plutôt être au micro parce que ça n'a pas forcément d'intérêt, parce qu'il faut prendre un expert comptable. Donc c'est un coût supplémentaire qu'on va quand même essayer de prévoir dans la rentabilité du bien, parce que c'est surtout des calculs de rentabilité. Après, le réel est très intéressant, évidemment, puisqu'il va quasiment permettre de gommer le revenu locatif de la feuille d'imposition. Donc, oui, c'est très... Là où ce qui peut être très intéressant aussi, c'est pour des gens qui ont déjà du patrimoine, d'avoir une sorte de restructuration, ce que nous, on fait souvent, c'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, un certain nombre de biens en nu, ou alors ils ont des meublés, mais des meublés qui sont très anciens, donc sur lequel le taux d'amortissement est quasiment à bout. En gros, c'est 20 ans, on dit à la louche, pour dire que... Donc, des fois, il y a des intérêts à vendre certains biens pour en racheter d'autres, ou en passer certains qui sont de nus en meublé. Donc, on peut avoir des visions assez globales et intéressantes sur le patrimoine immobilier, voire même sortir une partie du patrimoine du meublé, parce qu'il est plus rentable pour aller sur d'autres investissements. Donc, voilà, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Ça me permet de rebondir sur ce que vous disiez tous les deux sur l'amortissement. Est-ce que, Géraldine Métiffeux, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste exactement l'amortissement d'un bien, puisque c'est un peu tout le concept finalement de ce statut-là. Expliquez-nous l'amortissement, en quoi ça consiste exactement. Pas de problème. Quand vous louez un bien, on va prendre les deux exemples meublés et pas meublés. Quand vous louez un bien, vous allez tirer des revenus et vous allez avoir des charges. En général, on a des charges par exemple, si on parle d'un appartement, on va avoir des charges de copropriété, on va avoir éventuellement des charges d'intérêt, parfois un peu de travaux et ainsi de suite. Et puis c'est tout. Et sachez qu'on ne peut déduire du revenu, du loyer, que la partie intérêt, plus les charges que je viens de vous énoncer. Dans la partie meublée, c'est un peu tout le concept et l'intérêt du meublé, c'est qu'on va pouvoir de la même façon déduire ces charges-là, mais on va pouvoir également amortir l'immeuble. Alors, vous en parliez, c'est 20 ou 30 ans sur l'immeuble en général, et c'est en général 7 ans sur l'immeuble. Et donc, ça crée une charge qu'on lisse en linéaire, qu'on va lisser. Alors, il y a plusieurs méthodes, mais partons d'un truc simple, parce qu'on n'est pas non plus tous experts comptables, en linéaire. Et donc, on prend la valeur des meubles, on les divise par 7 pour la faire courte, et donc on va les imputer chaque année par septième sur les revenus. Et idem pour la valeur de l'immobilier. Et tout ça nous crée une charge un peu fictive, entre guillemets. Cette charge permet de créer, la plupart du temps, en fait, un déficit qui va être reportable pendant maximum 10 ans. Ce qui fait qu'en général, effectivement, par les 20 ans, c'est à peu près le temps des amortissements qu'on n'a pas épuisés chaque année et qu'on peut reporter. Et tout ça nous amène généralement à 20 ans. Après, je ne sais pas si on parlera des structures pour détenir les biens en location meublée. Si vous voulez, Géraldine Métiffeux. Juste un petit instant là-dessus, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de la location meublée, alors non professionnelle qu'on aurait en propre. Mais il y a aussi toute la location meublée non professionnelle qu'on détient via des structures qui peuvent être des SARL de famille. C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé là pour l'instant. Prenez l'exemple de celui qui l'a en son nom propre. Voilà, exactement. Mais on peut avoir des structures plus complexes, entre guillemets. Donc ça peut être une SARL de famille. Donc SARL de famille, comme son nom l'indique, c'est deux familles. Donc c'est pas avec un copain, c'est ascendant, descendant, voire même le foyer fiscal, c'est très bien. Et là, du coup, on va être vraiment dans un régime de BIC très classique, comme celui que je viens de vous indiquer, avec cet épuisement des déficits au bout de 10 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, on ne pourra pas reporter plus que cela. Donc, si on a plus de déficit, ça peut être embêtant. Et puis, on a une autre possibilité qui a d'autres inconvénients. C'est la SCI à l'IS, qui permet, elle, de ne pas avoir ce problème des 10 ans. C'est-à-dire qu'on peut reporter indéfiniment les déficits que l'on crée. Donc, si, par exemple, on est un investisseur récurrent et ainsi de suite, ça peut prendre sens. Il y a beaucoup de défauts à la SCI à l'IS, mais si on veut conserver les biens et transmettre, pour nous, c'est un outil qui fait sens. Par ailleurs, si un jour la location meublée n'a plus tellement le goût en France, s'il y a moins d'intervenants qui veulent louer, donc vous aurez moins de preneurs à bail, la SCI à l'IS permet aussi de louer en nu. Donc ça ne permet pas d'être coincé sur un système. Wilfried Schaffer, oui. Alors il y a deux choses. Il y a une troisième structure
qui permet de s'associer avec des non-membres de sa famille, c'est la SNC, à l'IR, qui est peu de gens le savent, mais ça peut permettre. Alors, il y a une contrepartie, c'est qu'on est indéfiniment responsable sur son patrimoine personnel, mais en général, si c'est bien fait, si on ne met pas plus d'un bien et qu'on structure relativement bien son opération, on peut même mettre des sociétés à l'IS qui sont derrière pour pas avoir ce problème de remonter en cas de déficit de la société sur son patrimoine personnel. Mais c'est quand même quelque chose à mettre en avant. La deuxième chose, c'est que sur certaines opérations, par exemple pour relancer de l'amortissement au bout de 20 ans, on peut faire... Parfois, moi, je conseille à des clients, si le banquier suit et prête, de se faire une revente à soi-même, ce qu'on appelle les OBO familiales, c'est-à-dire qu'on crée une structure SARL de famille dans laquelle on va mettre les parents et des fois les enfants. Ça permet de faire de la transmission, puisque les enfants vont toucher le loyer. Alors après, on voit les parts, la répartition, etc. On peut faire des démembrements, enfin, on peut faire des choses intéressantes. Mais ça permet de relancer parfois un amortissement qui est à bout de souffle. Au bout de 20 ans, c'est ce que vous dites? Oui, à peu près. Alors, le 20 ans, c'est un peu la moyenne. Donc, au bout de 20 ans, on dit, tiens, soit on en revend une partie. Puis, des fois, on peut dire, tiens, on va s'en revendre une partie à nous-mêmes. Il y a même des fois où on est un peu au milieu du gué. On a le bien depuis 5-6 ans. Donc, on l'a eu en nu, par exemple. Donc, cette durée de détention compte dans l'amortissement. Donc, en gros, il nous reste quoi, 14-15 ans. Alors, ce qu'on peut aussi faire, c'est monter une SARL de famille et apporter le bien dans la structure ou une SNC. Et il y a une partie de la jurisprudence fiscale qui autorise à reprendre la valeur actualisée du bien pour refaire de l'amortissement. Donc voilà, ça c'est des outils qu'on a et qui peuvent être nombreux outils, nombreuses options. Donc on comprend bien que c'est bien de s'entourer quand on veut faire ce genre de choix pour être bien conseillé. Vous avez tous les deux parlé aussi vous le disiez tout à l'heure, Géraldine, on n'est pas expert comptable, mais donc on doit fournir une comptabilité. Ça c'est bien clair. Effectivement, Wilfried disait que sur les SRL, donc toute forme sociétaire peut engager des coûts. Très honnêtement, moi, j'ai quand même le sentiment que même si on le fait en nom propre, et notamment si on veut amortir, encore une fois, il y a des difficultés, encore une fois, il y a des petites subtilités où il peut y avoir des règles comptables qui changent et on n'y est pas forcément très informé. Je conseille vivement d'avoir recours quand même à un expert comptable. Le coût n'est pas forcément très élevé, mais après, ça dépend bien sûr. Oui, mais, ça dépend mais on va être sur 1000 balles. C'est pas non plus. Pour certaines personnes, ceux qui entrent dans le LMNP, c'est des coûts qui sont... moi, j'ai tout type de clients. Oui, mais comme ils n'ont pas d'imposition, c'est-à-dire que globalement, il faut quand même le prendre dans l'ensemble. Et je pense que c'est quand même une grosse sécurité. C'est-à-dire que après, le problème, c'est pas ceinture bretelle, mais c'est vrai que on est d'accord. Mais c'est vrai que je pense que quand on touche à quelque chose qui n'est pas ultra simple, il est mieux de s'entourer d'un avocat comme Wilfried, d'un conseiller en gestion de patrimoine, tant qu'à faire comme Alter Egal, et d'un expert comptable qu'on peut choisir, avec qui on peut en plus négocier les prix, parce que nous, on travaille quand même pas mal d'experts comptables pour ce type de structure. Donc, alors moi, j'irais même plus loin. Je dirais qu'il faut quand même aussi des experts comptables qui connaissent l'immobilier. Parce que moi, je me suis aperçu... Non, mais tout type d'experts. Il y a des experts comptables qui savent très bien faire les sociétés, mais qui en immobilier font des erreurs. Et donc, c'est très important. On a parlé des avantages, on a très peu parlé des inconvénients. Géraldine Métifeux, des inconvénients de la location meublée non professionnelle, si on peut en trouver. Wilfried Schaffer, vous voulez... Alors, parce que pourquoi on fait du LMNP aussi, c'est que c'est la revente qui va tout déterminer. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une structure à l'impôt sur les sociétés, quand vous amortissez, si un jour vous revendez, il y a ce qu'on appelle une réintégration des amortissements qui fait qu'en fait, les plus-values peuvent être énormes. Je peux expliquer le mécanisme, mais voilà. L'idée, c'est ça. Quand vous êtes sur du LMNP, le jour où vous revendez, vous restez à ce qu'on appelle la plus-value des particuliers. Et donc, vous avez, comme si vous aviez un bien en direct et que vous vendiez vous-même sur une résidence secondaire. Et c'est là où c'est très important. Et c'est pour ça que ce système qui est un peu hybride, qui permet d'amortir et en même temps de rester à la plus-value des particuliers, c'est pour ça qu'il est ultra intéressant.
Il nous reste 20 secondes. Juste, est-ce qu'on a une idée de combien de Français qui bénéficient aujourd'hui de ce statut? C'est une excellente question. Non. Aucune idée. Je n'ai strictement aucune idée, moi mais non merci plus. de l'avoir posé. Connu, mais connu. Non, c'est assez connu. Non, Très maintenant, c'est sincèrement, répandu, non, hein. c'est extrêmement connu. D'ailleurs, moi, je suis pas certaine que le statut reste éternellement comme ça. Non, Parce qu'il- moi non plus. le concept de tout le monde qui loue, parce qu'en fait, comme vous louez les meubles, vous louez plus cher. Enfin, alors qu'on sait qu'il y a un problème de tension sur le Notamment logement dans les aujourd'hui, grandes villes, c'est ce que vous notamment sur les disiez. grandes villes. Je suis pas certaine que ça reste éternellement en l'état. Profitez-en tant qu'il existe. Bon bah voilà, on va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Géraldine Métifeux, je le rappelle, associée gérante conseil gestion de patrimoine chez Alter Egal. Wilfried Schaffer, avocat fiscaliste immobilier chez Schaffer Avocat. Merci beaucoup à Merci, tous les deux Eva. d'avoir Merci. été avec nous aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.